Duo sommet hier soir sur France 2 dans l'émission politique entre le Premier ministre Édouard Philippe et le patron du parti Les Républicains Laurent Wauquiez, un absent, le Parti Socialiste dont on ignore encore la ligne politique, les ambitions et la tête de liste pour les européennes. Ça fait beaucoup. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous accueillons le conseiller régional d'Île-de-France François Calfon qui est également membre du bureau national du Parti Socialiste. François Calfon, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous expliquez que vous n'avez pas pu voir cette émission politique hier, mais en revanche, vous étiez au Congrès des régions de France hier. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation du Premier ministre qui a tenu un discours? Écoutez, un homme seul contre tous, il y avait 600 personnes de tous les bords politiques qui étaient là, des députés de La République En Marche qui se sont cachés, qui ont dit dans les couloirs qu'ils étaient en train de rejoindre d'autres groupes politiques. J'ai trouvé que c'était l'incarnation d'un radeau à la dérive. C'est le radeau de la Ménuse du macronisme, dont il faut bien reconnaître, d'après ce que j'ai entendu, que finalement, M. Philippe tient dignement la barre de ce radeau qui dérive. Il n'a pas réussi à convaincre les troupes, à les rassurer. Mais attendez, il n'a rien convaincu du tout. Il est venu en catastrophe, sommé de venir par l'appel unanime des régions de France. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Avec la superbe qu'on lui connaît. Pour vous, ce sera le pain sec et l'eau. Voilà comment on, finalement, gère les territoires en Macronie. Eh bien, il a eu l'accueil qu'il devait avoir. C'est-à-dire que tout ça pour ça, c'est-à-dire pas grand-chose. On n'est pas vers la fin de l'incompréhension donc, entre les territoires et le gouvernement. Non, je crois que vous vous trompez. Il n'y a pas d'incompréhension. On a parfaitement compris que finalement ce pouvoir est orienté uniquement par ceux qui sont les plus capés, les premiers de cordée, comme on dit, et que l'ensemble des territoires est exsangue. Je vais vous donner un exemple de ça parce que les Français disent finalement premier de cordée, président des riches, c'est quoi? Vous savez que les 1000 contribuables, vous n'en faites pas partie, monsieur Sapin, moi non plus, les 1000 contribuables les plus riches de France, vous savez combien ils ont gagné? C'est pas moi qui le dis, c'est la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Par jour c'est pas les territoires, mais... Pardon, mais ça encode quand même la perception qu'on peut en avoir. Tous les jours, en se levant, chaque matin, les 1000 personnes les plus riches de France, il y a 64 millions de Français. D'accord. Ils ont gagné, excusez-moi, je ne suis pas allé à mon terme, ils ont gagné 1000 euros par jour, 365 000 euros de redistribution fiscale à chacun des Français les plus riches. Voilà la réalité. Tout ça, après on parle de président des riches ou des ultra-riches et de premier de cordée. Moi, je vous donne des chiffres. Tous les matins, en se levant, les Français les plus riches, les 1000 les plus riches, ont gagné 1000 euros par jour. On va beaucoup en parler pendant cette séquence budgétaire qui s'ouvre. Mais alors, vous n'avez pas vu l'émission politique hier, mais vous avez sûrement eu vent qu'il a été beaucoup question des européennes. Oui, bien sûr. Alors, à 8 mois du scrutin, ce qui est assez dingue, c'est qu'on connaît pas la ligne politique du Parti Socialiste, on ne connaît pas sa tête de liste. Est-ce que c'est inquiétant, François Calfon? Monsieur Sapin, je vous invite à lire la résolution que nous avions mise. Je l'ai lu. Vous l'avez lu, donc je vais la mettre en lumière, puisque vous ne la, finalement, vous ne la démontrez pas, vous ne la portez pas. Je vais la porter à mon tour. De quoi s'agit-il? Mais bien sûr, de quoi s'agit-il? Il s'agit, par exemple, qu'il y ait une industrie européenne. Aujourd'hui, on a une commission européenne qui chasse la possibilité de construire des champions européens. Nous voulons un champion européen de l'énergie. Et pour ça, il faudra sans doute modifier les traités. Nous considérons que la modification des traités n'est pas tabou. Nous pensons qu'il faut être beaucoup plus actif, proactif sur la question de la solidarité dans l'accueil des migrants. Nous proposons finalement que chaque pays, les 27 pays, soient obligés d'accueillir leur quota de migrants, sans quoi ils auront des sanctions financières sur les crédits européens. Vous allez voir que la Pologne et la Hongrie, qui vivent de ces crédits européens, alors changeront de position. Alors nous n'avons pas... Parce que c'est un texte qui n'est pas définitif, il doit être... Mais je vous ai donné quelques exemples. Vous dites que nous n'avons pas de son. Vous dites qu'il n'y a plus de socialistes qui parlent. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez bien. Parce qu'il y a un problème de visibilité. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'à l'approche des européennes, il y a deux gros blocs qui s'affrontent, qui sont impulsés d'ailleurs par Emmanuel Macron et Marine Le Pen en France, entre d'un côté les pro-européens, qui se présentent comme progressistes, et de l'autre, les souverainistes, conservateurs, présentés comme des nationalistes. Mais vous avez raison. Et entre les deux, est-ce que c'est pas étouffant pour vous? Parce que je pense que cette opposition entre les démocratures incarnées par M. Orban et les libéraux mondialistes incarnés par M. Macron, tout ça, on ne s'y retrouve pas. Et d'ailleurs, je veux vous dire ce matin de manière très solennelle que M. Macron ne devrait pas s'opposer comme il le fait à M. Orban en prétendant qu'il est finalement son exact contraire, parce que qu'en est-il de l'Aquarius?
Eh bien, l'Aquarius, il le refuse. En quoi est-ce différent de la politique de M. Salvini ou de M. Orban? C'est une question qu'on peut se poser. Qu'en est-il de l'indépendance de la justice? Pardon de vous le dire. Il fustige finalement les dérives en Pologne de la démocratie, en Hongrie. Vous allez nous parler du parquet de Paris. Mais bien sûr, mais que fait-il? C'est la première fois dans la République qu'un président de la République se permet de chanter 3 noms qui lui sont suggérés. Pourquoi fait-il ça? On peut se poser des questions. Vous savez, du procureur général de Paris, combien d'amis personnels de M. Macron sont mis en cause et dépendent de cette juridiction? Il y en a 7. Je n'ai pas besoin de rappeler le nom de Mme Pénicaud. Il y a bien une affaire Pénicaud. Je n'ai pas besoin de rappeler le nom de M. Benalla. Il y a une affaire Benalla. Et, comme par hasard, le président de la République qui a appelé personnellement, au mépris de la séparation des pouvoirs, M. Larcher, fait d'un cas personnel la nomination du procureur général de Paris. Eh bien, je dis qu'il y a là une dérive qui est inquiétante pour la démocratie. Eh bien, on vous a entendu. Alors, vous avez beaucoup de voix pour parler de vos adversaires. On va parler un petit peu du Parti socialiste, parce que le parti, on a l'impression de se vide d'un côté comme de l'autre. En lisant la lettre A ce matin, par exemple, on apprend que La République En Marche continue d'embaucher à tout va dans les rangs des anciens cadres du parti. Je vous accorde que s'il y a encore des socialistes qui partent à La République En Marche, il y en a encore. Ils sont atteints de cécité. Et il y en a encore. Et ceux qui résistent... Rejoindre le bateau ivre, pardon. Et ceux qui résistent aux sirènes du macronisme... regardent avec gourmandise la France insoumise et hésitent même à passer le pas. Je pense évidemment à l'eurodéputé Emmanuel Morel. D'où ma question. Existe-t-il réellement un espace politique entre d'un côté La République En Marche et de l'autre la France insoumise? Il suffit d'aller dans la rue pour comprendre que ceux qui étaient de gauche et qui ont voté Macron voient bien que maintenant nous avons un Premier ministre de droite, un président de droite, une politique de droite, et ils attendent un rééquilibrage. La gauche, il faut être clair, il ne faut pas qu'elle cède aux sirènes minoritaires, aux sirènes finalement d'une certaine forme de déclamation sur les valeurs, mais qu'elle soit en capacité de gouverner. Et je vais vous dire une chose de manière très précise. À quoi servent les socialistes aujourd'hui? Ils servent à une chose essentielle. C'est que dès le lendemain des Européennes, qui est un scrutin où chacun veut montrer ses muscles, tous ceux qui ne seraient pas dans un chemin de regroupement, il faut qu'il y ait un Big Bang de la gauche et qu'il y ait un regroupement des familles. Alors, eh bien, attendez, je n'ai pas fini. Le point est le suivant, est tout simple. C'est que ceux qui ne prendraient pas la responsabilité de se rassembler, nous appelons à une gauche arc-en-ciel avec M. Carvounas. Il prendrait la responsabilité... Qui lance son club politique ce week-end à Marseille. Demain à Marseille, et j'y serai. Il prendrait la responsabilité, d'une certaine manière, de complicité de macronisme. Parce que si vous laissez toutes les forces de gauche divisées, eh bien, c'est une sorte de quitus qui sera donné, de quitus, j'allais dire, objectif, vers finalement le maintien du macronisme qui est alors finissant. Alors j'entends, mais M. Carvounas s'était présenté pour être premier secrétaire du Parti socialiste, il a échoué. Qui a été élu? Olivier Faure, ça fait d'ailleurs 6 mois. Est-ce que vous pouvez nous faire un premier bilan de ce premier secrétaire? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il incarne justement ce rassemblement que vous appelez de vos voeux? Le rassemblement, il l'incarne. Nous n'avons pas à nous en plaindre, même si nous aurions souhaité qu'il puisse le faire dès le lendemain du Congrès. Mais aujourd'hui, vous le voyez bien, l'enjeu est tout autre. Portez haut, vous me l'avez dit, la voix du Parti socialiste et des idées qui sont là, et portez haut la voix du rassemblement. Donc moi, je dis à notre premier secrétaire, à travers vous, de l'audace, de la voix, dans une période où les Français n'attendent que ça, parce qu'ils voient bien l'impasse. En tant que modeste observateur, moi j'écoute par exemple Olivier Faure, je trouve pas ça extrêmement clair. D'un côté, il appelle à des combats communs, mais ponctuel finalement sur la défense des droits des femmes, sur l'écologie, mais il semble fermer la porte à des alliances. Quelle est la cohérence? Écoutez, moi je veux avoir l'optimisme de la volonté et ne pas rentrer en cette période électorale dans des chicayas internes du Parti socialiste. Il faut amplifier le son, puisque manifestement vous avez du mal à l'entendre, et donc cette critique s'adresse à nous collectivement, sur notre détermination sans faille à faire le rassemblement des gauches. Car peut-être que les autres forces politiques par le passé, finalement, doutaient de leur capacité à se rassembler avec le PS en fonction de son caractère hégémonique. Le PS hégémonique, il ne l'est plus. Mais par contre, c'est finalement la pierre indispensable au rassemblement. Pourquoi? Parce que le PS est ce parti et ce mouvement politique à travers ses élus qui peut, être beaucoup plus ferme sur ses valeurs, et vous voyez que le texte que nous avons commis sur l'Europe est beaucoup plus à gauche, et deux, ne jamais oublier que nous devons revenir aux responsabilités. Mais j'en appelle à Pierre Laurent, à Yann Brossa qui sera tête de liste, aux écologistes,
aux amis de Benoît Hamon qui ont fait leur expérience, mais il faudra qu'ils se rassemblent, parce qu'autrement nous serons sanctionnés par les électeurs qui considéreront que nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux. Il faut être à la hauteur des enjeux. Les électeurs, à écouter votre premier secrétaire, risquent de vous sanctionner lors des prochaines européennes. Quand on écoute Olivier Faure, il dit, voilà, les européennes, il est assez pessimiste. Il promet en revanche que c'est au lendemain des municipales qu'on verra réellement le sursaut du PS. Est-ce que vous y croyez? Écoutez, moi je n'attends pas finalement le retour de la gauche comme on attend Godot, en disant on va avancer et la ligne d'horizon du renouveau de la gauche finalement recule à mesure que nous avançons. Non, je crois qu'il faut être très volontaire sur ces élections européennes. Nous avons des choses à dire. Je vous en dis une tout de suite. On ne peut pas gagner à gauche en étant finalement les dignes représentants de cette commission Juncker qui a failli. Sur les européennes, mais 2020 va arriver très vite. Les municipales, par exemple, Martine Aubry se prépare à une 4e candidature à Lille. Madame Hidalgo se prépare à une 2e candidature à Paris. Pour vous, la meilleure stratégie, c'est quoi? C'est de faire une ligne clairement à gauche ou une liste d'ouverture qui pourrait s'ouvrir jusqu'à La République En Marche, par exemple à Paris? La République En Marche n'a rien à faire dans les alliances avec le Parti Socialiste. Pour les municipales. Et avec la gauche, je le dis avec une grande clarté, puisque La République En Marche a choisi la droite. D'ailleurs, M. Le Maire a dit « Je suis le ministre de droite bienheureux dans ce gouvernement ». La République En Marche est de droite pour vous? Aujourd'hui, la politique conduite par La République En Marche, ça ne doit souffrir finalement aucune espèce d'hésitation, est clairement de droite. Et j'ai même envie de dire clairement d'une droite libérale, et j'ai même envie de dire clairement d'une droite qui ne regarde que les premiers cordés. Il existe encore une droite sociale, mais clairement, La République En Marche n'est pas de cette droite-là. Alors, je rajoute un point sur les élections municipales. Au cœur de notre stratégie des élections municipales, il y a le rassemblement de toutes les gauches, à M. Mélenchon de considérer s'il doit en faire partie ou non, mais je crois que c'était très important, et ceux qui finalement, face au risque de la droite qui revient, face au risque du macronisme, finalement continueraient à jouer leur équation personnelle, au détriment de l'intérêt, bien ils prendraient responsabilité, je l'ai dit tout à l'heure. Ceux qui vont cultiver au lendemain des européennes, finalement, la division de la gauche, eh bien c'est une forme... Voilà. On suivra ça avec attention. Alors, justement, 2020 en France, les municipales. En Espagne, c'est un peu plus tôt, c'est en 2019. Très rapidement, dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de ce départ de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre de François Hollande, qui se présente donc, qui a officialisé sa candidature à Barcelone? Alors, Monsieur Sapin, vous êtes un observateur avisé de la vie politique. Alors, vous avez vu qu'il est parti. C'est une sorte de Gérard Majax de la politique, de la France à l'Espagne. C'est ce qu'il a fait. Mais en réalité, qu'a-t-il fait? Il est passé définitivement de la gauche à la droite. Par qui est-il soutenu en Espagne? Par le patronat et par les secteurs. Par Ciudadanos, qui est un parti de centre-droit, et il veut dépasser cette étiquette. Dépasser cette étiquette, et par les secteurs de la droite. Donc, tout le monde parle à Paris de son passage à Barcelone. En réalité, il a acté son passage définitif de la gauche à la droite. Et j'ai envie de vous dire une chose très simple. Je crois que c'est un aller simple. Il n'y aura pas de retour en France pour quelqu'un qui, à ce point, a trahi ses engagements. Je rappelle qu'il avait signé... en tout cas, vous ne lui payerez pas le billet retour, apparemment. Mais... je crois que beaucoup de gens, y compris les habitants d'Évry, de Corbeil, puisqu'il y aura une élection législative partielle, ne salueront pas cet acte comme un acte de fidélité et d'ancrage. C'est le moins qu'on en puisse dire. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour vos réponses. C'est l'heure maintenant d'entendre vos questions auxquelles François Calfon va répondre. Nous allons accueillir Jean-Baptiste Semerjian. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Charles, bonjour François Calfon. Une première question. Grotaz, il reproche aux socialistes d'avoir rien fait contre le glyphosate, qui est un herbicide, pendant le mandat de François Hollande. Vous lui répondez quoi à Grotaz? On n'a pas fait suffisamment, c'est clair. Vous avez fait quoi exactement? Écoutez, moi j'étais pas en responsabilité, mais je constate que les reports successifs, la politique du report n'est pas la bonne. Il faut être extrêmement clair là-dessus. D'ailleurs, nous le sommes. On parlait de notre texte sur la question européenne. Finalement, l'ajournement immédiat du glyphosate fait partie de notre texte d'orientation pour les européennes. Nadège, elle rappelle que vous êtes conseiller régional d'Île-de-France et on voudrait savoir sur quoi vous travaillez actuellement, par exemple. Moi, en général ou moi-même? Peut-être les deux. Les deux. En général, on travaille à s'opposer à un certain nombre de choses de Mme Pécresse, qui notamment cède finalement à certains lobbies communautaire, c'est-à-dire en enfreignant la laïcité, en subventionnant ceux qui l'ont soutenu, c'est-à-dire les tenants de la Manif pour tous à travers un certain nombre d'associations, donc ça c'est l'un des axes.
en rappelant aussi à Mme Pécresse une chose qu'elle ne fait jamais, c'est-à-dire se consacrer à plein temps à sa responsabilité de présidente de région, alors qu'elle préfère folâtrer à Bordeaux pour nourrir ses ambitions présidentielles. Elle n'a pas été élue pour ça. Et puis, sans doute, êtes-vous francilien, nous nous battons tous les jours pour qu'elle respecte une chose extrêmement importante, c'est finalement des transports accessibles à travers le pass Navigo à tarif unique, dont elle avait pris l'engagement qu'il n'augmenterait pas, et vous avez bien vu qu'il a augmenté massivement, et nous ouvrons un chantier. Alors, il y a un rapport qui est en préparation là sur la gratuité des transports. Vous y êtes favorable? Alors, très simplement, nous ouvrons le chantier. Vous avez pris ma suite, mais ça veut dire que c'est un bon enchaînement. On va ouvrir le chantier avec la mairie de Paris sur la question de la gratuité. Alors, sachant qu'il faut voir deux aspects, je vous donne les termes du débat, sans aucune démagogie. Est-ce que un bien public qui est gratuit, c'est-à-dire qui ne coûte pas, est quelque chose qui sera respecté? C'est une question qu'on peut se poser. Et en même temps, si j'ose dire, là pour le coup, j'assume ce en même temps, il faut absolument que nous ayons des actes majeurs de transition écologique en matière de mobilité. Mais financer gratuitement, c'est plusieurs milliards d'euros, la gratuité en Ile-de-France. 3 milliards. 3 milliards d'euros, à mon avis même un peu plus. Ça veut dire qu'on ne le fera pas, alors je sais que d'aucuns s'y opposent, sans un recours massif à une fiscalité écologique qui, par exemple, permettrait aux régions de récupérer les taxes qui sont prises sur les poids lourds en transit qui, un, nous polluent et deux, dégradent des infrastructures publiques. Sur Twitter, beaucoup d'internautes vous reprochent de faire du bashing du gouvernement actuel et Anastasia vous reproche, un petit peu de manière à contre-pied, d'avoir pourtant voté pour Emmanuel Macron. Bah ça, elle n'en sait rien. Peut-être que le Parti Socialiste... Je pense que quand elle parle, elle vous parle à vous directement, mais c'est le Parti Socialiste. Ah oui, parce que pour ma part, elle n'en sait rien. En ce qui concerne le Parti Socialiste, vous savez, le problème de M. Macron, c'est qu'il est parti au centre-gauche, et je dis tout à l'heure qu'il y avait une forme de dérive de ce pouvoir. Oui, on ne sait plus où on l'arrête, puisque maintenant, il agit finalement en contravention avec l'indépendance de la justice, puisqu'il n'accueille plus les bateaux avec pourtant des gens qui sont en danger. Mais vous comprenez le reproche envers les socialistes en disant, voilà, vous nous avez... Mais vous savez, moi j'ai toujours été très clair. Il y a eu un débat au lendemain... Moi, déjà, mon comportement personnel, ce que j'ai fait dans l'urne m'appartient. Et ensuite, dès le lendemain de leur élection, moi j'ai fait partie de ceux qui souhaitaient... Le groupe, à l'époque, s'est divisé, donc on répond à Anastasia, qui souhaitait finalement que nous ne votions pas la confiance pour ce gouvernement. Donc ça, c'est très clair. Alors, je suis très content, avec Anastasia sans doute, que maintenant, beaucoup de socialistes, pas M. Dussopt, qui est parti, ou d'autres, ou certains, paraît-il, qui nous quittent encore à atteindre ces cités, que beaucoup de socialistes aient vu la lumière. Et une vision de la réalité par rapport à la nature réelle de ce pouvoir qui, honnêtement... ne fait aucun doute quant à son orientation. Une dernière question. Gérard, selon Gérard, François Hollande a tué le Parti Socialiste. Les mots sont durs. Il a fait vraiment du mal au Parti Socialiste, François Hollande? Écoutez, je vais le dire avec des mots très simples. L'état du Parti Socialiste, en 2012, nous avions l'ensemble des régions de France, nous étions majoritaires, l'ensemble des départements de France, nous y étions majoritaires, le Sénat était socialiste, j'en passe les meilleurs. Bien évidemment, l'Assemblée nationale était socialiste. Je pense qu'au point où nous en sommes, sans finalement avoir une vision trop complotiste des choses, il faut établir un lien entre l'exercice du pouvoir par le président de la République et la majorité socialiste et la situation dans laquelle nous sommes. Alors je n'aurai pas ces mots aussi durs, mais vous voyez bien que je ne m'oppose pas fermement à la lecture qui nous en est donnée, et donc il y a un chemin de reconstruction à construire. François Hollande ne cesse d'envoyer des cartes postales. Vous croyez à un retour? Moi, j'aime bien les cartes postales, mais en général, c'est quand on est sur un lieu de vacances, pas quand on est au cœur de l'action. Donc nous sommes bien au cœur de l'action. Très bien. Écoutez, merci beaucoup François Calfon, merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci et merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle édition du Talk Le Figaro. Très bon week-end.